Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Bonsoir tout le monde, bonsoir, nous sommes dimanche soir, ça y est, c'est parti, 18h, salut l'ami Pierrot. Coucou Lolo, comment ça roule? Ça va bien, et alors ça va rouler vite parce que tu sais qu'on a un invité exceptionnel aujourd'hui. Alors on en a deux évidemment, je ne vais pas tout de suite blesser le premier, mais on va surtout rouler beaucoup plus vite avec Ferrari dans le courant de notre émission. Ah oui, Jean-Louis Moncet sera notre invité et je lui disais juste avant l'émission, moi ça me rappelle le bon temps ou le dimanche. J'étais enfant, je regardais pas tout le temps, je regardais pas tout, mais j'avais la voix de Jean-Louis Moncet sur TF1, sur les Grands Prix de Formule 1. C'était le grand moment où on regardait encore les voitures avec admiration, où on se disait qu'on avait besoin de voitures. C'était ces moments un peu d'anthologie où on avait le droit de bouger en toute liberté, ça fait du bien. Jean-Louis Moncet est notre invité puisqu'il préface ce livre aux éditions Glénat, Ferrari en F1. Alors évidemment, on va parler de Ferrari, on va parler de sport auto aussi parce que voilà, on a le maître des lieux avec nous sur Sud Radio, on ne va pas s'en priver. Très beau livre aux éditions Glénat, on en parlera et on vous le propose aussi puisque Noël arrive. Et puis on va parler des voitures d'occasion et des voitures d'occasion électriques en particulier, Pierre. Oui, on en trouve de plus en plus sur le marché. Qu'est-ce que ça vaut en termes de prix, en termes de durabilité? Est-ce qu'on aura un problème de batterie dans les années à venir si on achète ces voitures électriques qui ont une autonomie très modeste? Bref, on posera toutes ces questions à notre spécialiste et ami journaliste auto, Jean-Rémy Macchiati, sera et qui est déjà notre invité puisqu'il est assis derrière le micro. Et puis évidemment, vous êtes également nos invités au 0826 300 300. Vos réactions sur les sujets que l'on vous propose, bien évidemment. Et puis je vous rappelle qu'à la fin de notre rendez-vous, juste avant 19h, c'est votre moment, c'est l'échange avec Pierre Chasseret qui met sa double casquette, évidemment aussi de DG de 40 millions d'automobilistes. Et si vous voulez échanger avec lui sur un sujet qui vous taraude, qui vous titille, qui vous énerve sur la politique routière ou autre, vous êtes attendu 0826 300 300. Allez, c'est parti, ça roule. Sud Radio Sarraul. Ça partit, ça roule. Ça partit, ça roule. Que deviennent les voitures électriques d'occasion? Où en est le marché? La revente est-elle un frein d'ailleurs à la vente des voitures électriques? Qu'est-ce qu'on fait des batteries, leur traitement? Enfin, on a plein de questions à poser. Est-ce qu'on a des aides? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les aides c'est pour une minorité ou pour tout le monde? Bref, voilà Jean-Rémy, vous avez toutes les questions. Bonjour Jean-Rémy Macchiati. Au revoir Jean-Rémy, on va prendre un café. Bonjour Jean-Rémy Macchiati. Journaliste auto, entre autres pour Auto Plus et d'autres spécialités. Oui. Comment ça va? Alors ça va très bien. Par contre, le marché de la voiture d'occasion autour des électriques, ça va tout mou. Va tout mou. Pourquoi? On pourrait se dire, il y a un vent qui porte l'électrique. Très naturellement, il va y avoir une demande très forte en occasion, sauf qu'une voiture électrique à l'achat en neuf, c'est très cher, et que si on lui applique une décote de voiture courante, en occasion, ça se retrouve très très cher. C'est-à-dire, alors grosso modo, j'habite dans une future zone à faible émission, suivez mon regard, donc une des 150, l'une des 46 agglomérations de plus de 150 000 habitants. Oui. Je veux m'acheter une voiture électrique pour continuer à rouler en ville, mais j'ai pas trop les sous. Je veux m'en acheter une d'occasion. Ça coûte combien à peu près? Ça dépend. Alors, juste pour rouler comme ça, le prix de base, l'entrée. On en trouve. La Zoé, par exemple. On peut trouver des voitures d'occasion à 7 000 euros. 6, 7, 8 000, 10 000 euros. Sauf que la technologie batterie, tout ça, l'autonomie, ça tient la route ou c'est un jouet pour enfants? C'est la voiture qui tient la route. Bon. C'est là qu'il y a un énorme paradoxe. On se réjouit chaque fois qu'on apprend que des voitures électriques nouvellement présentées et donc en vente en neuf font des progrès d'autonomie, c'est très bien, mais imaginez que ça démode techniquement complètement les précédentes. Ça les rend complètement obsolètes. Donc ça vaut pas ça. Mais est-ce que c'est pas le cas électrique. Est-ce que c'est pas le cas pour toutes les voitures? Les voitures d'aujourd'hui, elles rendent obsolètes celles d'hier. Mais c'est une vraie question. Non, mais très bonne question, Laurence. Merci. Très très bonne question. Excellente question, Laurence. Non, une voiture courante avec un moteur thermique, quand elle sort, elle démode un petit peu la précédente, mais qu'à la marge. Ouais. Alors que là, avec les progrès sur l'autonomie, qui est quand même le point faible des voitures électriques, on a fait énormément de progrès depuis la nouvelle vague des voitures électriques il y a une petite dizaine d'années. Ça fait presque 10 ans qu'il y a cette vague que nous connaissons actuelle et qui est grossissante en faveur des voitures électriques. Et bien là, on atteint aujourd'hui très couramment, vous en entendez parler, c'est à longueur de journée sur les pubs, jusqu'à 300, 95 km, 700 pour la Merco, par la Mercedes. Attention, la Mercedes à 123 000 euros. Oui, c'est ça.
jusqu'à 700 km, jusqu'à 20 km même. Sauf que dans les faits, Jean-Rémy, dans les faits, quand on entend jusqu'à 395 km, celui qui s'en sert un peu tous les jours, quand il fait froid toute l'année, etc., un peu d'autoroute, on sait très bien qu'il y a 40% d'autonomie en moins qui saute. 35%, un tiers en moins. Voilà. Bon tiers mais concrètement, on a quand même eu en 2020, selon les chiffres, 29 000 voitures d'occasion. Voitures électriques vendues. C'est pas beaucoup, hein? Oui, non mais tout à fait. Non, mais en neuf, ça va croissant. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, vous voulez acheter d'occasion électrique. Hein. Il y en a quand même 29 000 d'occasion électriques qui se sont revendues. Vous voulez acheter une voiture d'occasion, donc vous avez un budget moindre. Une voiture électrique d'occasion, elle part d'un prix en neuf qui est très élevé. Donc ça va être plus difficile d'accès financièrement. Quelle autonomie on a sur des vieilles batteries de vieilles voitures? Précisément, quand vous achetez une voiture d'électrique d'occasion d'il y a 5 ans, 6 ans, pour être dans des zones de prix plus accessibles, vous avez des autonomies qui aujourd'hui font rire. Alors on y va. Vous avez des autonomies. Une Zoé première génération, c'est 130 km. Sans chauffage, jusqu'à 130 km. Et puis, durée de vie de la batterie. Durée de vie de la batterie. La durée de vie de la batterie, c'est une vraie question, parce qu'une batterie, ça vieillit. C'est pas une question cruciale. Excellente question, Laurent. Je veux dire, ça ne diminue pas de moitié votre autonomie. Quand même pas exagéré. La batterie, ça s'use, ça se dégrade chimiquement. Et donc, effectivement, l'autonomie est un peu rabotée, mais c'est pas ça qui est le problème. C'est principalement le fait que les voitures d'occasion sur le marché, qui sont au prix de vraies voitures d'occasion, c'est-à-dire avec une vraie décote par rapport à leur prix en neuf, elles ont des autonomies dérisoires. Je vais vous raconter une anecdote qui est très significative et qui est désastreuse. J'ai visité un jour une casse automobile qui a une ligne de démontage pilote pour les voitures électriques, dont on pense qu'un jour, il faudra les mettre à la casse parce que accidentées, parce que très vieilles, etc. Donc, elle inaugure, elle est en train d'envisager le démontage un peu sur un mode industrialisé de voitures électriques. Je fais mon reportage, texte, photo, je photographie une Zoé qui était accidentée, bon, voilà. Et puis, tout d'un coup, j'avise dans la cour 30 voitures, toutes les mêmes, qui étaient garées les unes contre les autres, état neuf. C'était des Fluence électriques. Renault Fluence Z2. Une berline, 5 places, relativement longue, 3 volumes avec coffre classique, qui a été vendu à partir de 2012. Qui n'a pas marché, mais qui était un beau modèle quand même. Alors oui, avec les normes actuelles de calcul d'autonomie, elle avait 110 km d'autonomie. Et ces voitures, je demande, mais pourquoi sont-elles là? Et on me dit, si elles sont là, c'est qu'elles vont à la casse. Il y en avait 30, exactement 30. 30 voitures électriques à mettre à la casse. La plus kilométrée avait un peu moins de 30 000 km. Elles avaient entre 15 000 et 29 500 km. Mais il est là le scandale. Et il est là le scandale. Pourquoi est-ce qu'elles étaient mises à la casse? Parce que c'était des retours de location longue durée. Renault n'arrivait pas à les vendre et Renault les a balancés à la casse. Et on nous parle d'écologie. Et on nous parle d'écologie. Sachant par ailleurs que pour amortir le surcroît de pollution, le surcroît de CO2 qu'il y a lors de la fabrication des batteries et de la voiture électrique dans son ensemble, il faut rouler au moins 40 000 km. Donc là, vous avez d'abord un gaspillage. Les voitures, elles étaient neuves. Il n'y avait pas une égratignure. Elles étaient en location longue durée. Dès qu'il y avait la moindre pétouille, c'était réparé. Elles étaient neuves, les voitures. Techniquement, moins de 30 000 km, elles n'étaient pas du tout usées. Elles étaient aussi techniquement neuves d'aspect, neuves techniquement, elles avaient moins de 30 000 km, eh bien, le coût carbone, l'impact carbone environnemental de ces voitures démolies à moins de 30 000 km était absolument désastreux. Alors là, Jean-Rémy, pire que pour je vois les yeux de Jean-Louis Moncey, qui est juste à côté de nous, qui est scotché avec des yeux Même Maxime, notre réalisateur. Incroyable, c'est incroyable. Les chiffres font peur. Et je me demande si l'automobile n'est pas en train de vivre une période charnière, parce que c'est très difficile en ce moment de savoir ce qu'on va faire, notamment pour ceux qui veulent acheter des voitures. Oui. Moi, le premier, je n'achèterai pas d'électrique. Mais bon... Pas pour l'instant, en tout cas. Voilà. Je comprends que Pourquoi des gens... Jean-Louis Moncey ? Parce que ça va pas assez loin. Non, mais bien sûr. Qui veut voyager loin n'achète pas cette voiture. Non, je comprends que des gens hésitent beaucoup. Mais là, ce que vous venez de raconter, là, c'est dingue parce que on a Dominique au standard. Je vais l'accueillir tout de suite, lui dire bonjour, mais je pense qu'on le prendra après. C'est juste parce qu'il patiente. Dominique, salut, bonjour. Salut Dominique. Oui, bonjour Dominique. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Vous avez entendu ce que vient de dire Jean-Rémy Macian, notre journaliste spécialisé auto ? Bien sûr, j'ai entendu et je fais le même constat parce que je suis dans le cas de figure de vouloir changer de véhicule et rechercher un véhicule d'occasion électrique. Et effectivement, je fais exactement ce constat-là, à savoir que les premières versions n'avaient déjà pas des autonomies très importantes. Il y a l'usure des batteries qui diminue encore l'autonomie. On parle de quelqu'un qui a acheté déjà très cher son véhicule électrique en première main avec une autonomie qui est quand même très faible, qui va donc me la vendre, elle va être en seconde main. Ça veut dire que moi, derrière, si j'espère la revendre, elle sera encore plus dégradée. Et ça veut dire que moi, derrière, je ne la revendrai plus jamais. Donc, finalement,
je ne veux pas du tout aujourd'hui m'orienter vers ce genre de produit et je préfère attendre et garder mon véhicule diesel le plus longtemps possible et je vais attendre d'avoir des autonomies qui soient cohérentes, voire même peut-être une rénovation des batteries, une remise à niveau de l'autonomie par rapport aux véhicules qui vont sortir ou aux améliorations qu'on pourra proposer. Mais actuellement, c'est plutôt déceptif. Dominique, restez avec nous parce qu'effectivement, on vous retrouve dans quelques instants, juste après la première pause de Ça roule en ce dimanche soir. Vous avez votre avis. Notre second invité, Jean-Louis Moncé, qui, vous le savez, est un journaliste sportif de grande renommée, qui était spécialisé en sport mécanique. Lui aussi ne veut pas acheter de voiture électrique à cause de cette problématique de l'occasion. Vous venez de lâcher une bombe atomique, Monsieur Maquia, avec cette histoire de voiture. Bref, on en reparle. Je trouve ça... On va où? C'est quoi l'idée? 0826 300 300. Et vous, est-ce que le fait de ne pas pouvoir revendre une voiture électrique d'occasion vous freine à l'achat? Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Que deviennent les voitures d'occasion électriques? Où en est le marché? Est-ce que vous hésitez à acheter une voiture électrique parce que vous pensez, vous avez peur de l'occasion? Nous sommes toujours, avec Jean-Rémy Maquia, qui est journaliste spécialisé auto, entre autres pour Auto Plus, mais pas seulement. Et puis, nous avons également Dominique qui est avec nous au téléphone, qui vient nous dire, Pierre, pourquoi il ne voulait pas acheter de voiture électrique? Il a peur de ne pas la revendre. Et puis, ce scandale que nous a révélé Jean-Rémy sur ces voitures pratiquement neuves qui sont à la casse, quoi. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on range les langues de bois. Et ça tombe bien, il n'y en a jamais sur Sud Radio, et encore moins dans Ça roule. Et on va y aller très clairement les pieds dedans. Aujourd'hui, la voiture nucléaire, c'est-à-dire la voiture électrique, je l'ai appelée volontairement nucléaire parce que la France a un intérêt, puisque la production d'électricité en France, majoritairement nucléaire, profite aux entreprises françaises. C'est une évidence. C'est pour cette raison qu'on pousse aux véhicules électriques. En revanche, la technologie, elle n'est pas encore tout à fait au point. On n'a pas, avec le véhicule électrique d'aujourd'hui, ou alors il faut compter 120 000 €, on n'a pas une autonomie digne de ce nom qui permette une utilisation familiale du véhicule. Et là, Jean-Rémy, ce que tu nous dis, moi, ça me scotche. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que les véhicules électriques qu'on achète, pour qui les Français sont en train de faire des concessions financières, parce que ça vaut plus cher. Beaucoup plus cher. Ils ne pourront pas la vendre. Ou alors s'ils la vendent, ils la vendront pas. Premier conseil pour l'achat en neuf, on n'achète pas une voiture électrique, on la loue. Ça, c'est vraiment important. Ah oui, on paye des mensualités. En LOA. Comme ça, on la lâche. Quand on la lâche, on n'a pas de problème de revente. Parce que la décote, sinon, risque d'être telle, ou simplement l'impossibilité de la vente risque d'être tellement massive qu'on n'a pas du tout intérêt à la détenir. Elle se retrouve où toutes ces voitures électriques? J'en viens au marché de l'électrique. J'en viens au marché de la voiture électrique de seconde main. Il y avait des filières qui allaient vers l'Europe de l'Est, qui faisait que beaucoup de voitures partaient. Et ça, c'était vrai jusqu'au printemps dernier, le printemps 2021. Puis, je ne sais pas pourquoi, ça s'est un peu tari, un peu raréfié, cette filière qui exportait les voitures électriques d'occasion. Et aujourd'hui, on a la réalité des faits, c'est-à-dire qu'il y a des parcs de stockage de voitures d'occasion qui regorgent de Zoé première génération, qui a une toute petite autonomie, et d'autres voitures de première génération, des électriques qui ont 6, 7, 8 ans, qui sont strictement invendables. Personne n'en veut. J'ai parlé avec le boss d'une grande entreprise de location de véhicules qui sera, j'espère, très prochainement notre invité, et qui me disait en confidence, il me disait, moi j'ai pris des véhicules électriques, j'ai pas le choix, je suis obligé. Donc j'en prends, sauf qu'au final, on les loue pas. Donc on essaie de faire des offres, on dit aux gens, on vous surclasse, on vous prête une électrique, regardez, en plus vous avez la carte pour recharger, vous payez même pas le carburant, et les gens n'en veulent pas. Dominique, toujours avec nous, en direct de Roussillon, en Provence. Aujourd'hui, vous ne changerez pas d'avis? Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est bientôt la fin des moteurs thermiques, mais ça n'est pas encore. Voilà, mais ça n'est pas encore l'arrivée du tout électrique. On peut pas aujourd'hui imaginer que le tout électrique est envisageable pour l'ensemble des citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir encore une alternative. En tout cas, il va falloir attendre cette alternative parce que ce qui est proposé aujourd'hui ne répond absolument pas aux besoins réels du consommateur. C'est ça, Dominique. En fait, on n'est pas dans une transition, on est dans une rupture. Il n'y a pas de transition, c'est la rupture. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Bruno. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Dominique. Vous avez dit, moi, je vais garder et l'user jusqu'à la corde et jusqu'à la fin. Ma voiture
thermique, en l'occurrence diesel, vous avez dit. Vous faites là le geste le plus écologique qui soit, parce que la première nuisance à l'environnement, qu'il s'agisse de voitures, mais aussi de machines à laver, d'habillement, de téléphones portables, c'est de mettre à la poubelle et de raccourcir la durée de vie des biens de consommation. Donc, conserver ce qu'on a, continuer à l'utiliser, c'est la première précaution environnementale. Le gaspillage, c'est la première nuisance environnementale transversale pour toute la planète et pour tout le monde. Et puis il y a d'autres choses. Alors on va accueillir Bruno. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous. Bonne journée bonne soirée dans le Roussillon, bonne fin de week-end. On parle de la fin du thermique, ok. Sauf qu'on est en train de nous pousser à fond sur le développement avec FlexFuel, avec tout ce qui est GPL, éthanol. Donc ça veut dire qu'on continue de développer des moteurs thermiques de demain en nous annonçant qu'on va les arrêter. Non, mais l'éthanol, c'est un thermique. Les constructeurs, ils ont arrêté. Il n'y a plus d'innovation dans le thermique, c'est-à-dire que l'adaptation des motorisations du parc roulant en éthanol, eh bien ça, encore heureux, j'ai envie de dire, parce que le temps de la rotation et que ces vieux véhicules sortent du parc, il va falloir peut-être 15-20 ans. 20 ans. Donc forcément, on trouve des solutions et les sociétés qui pérennisent ces boîtiers éthanol, elles ont 20 ans de vie devant elles pour vendre ces boîtiers, en tout cas en quelques belles années. Qu'est-ce qui se passe ? Là, aujourd'hui, on n'a plus d'innovation dans le thermique. Parce que du coup, les constructeurs n'y vont plus. On leur dit qu'on va leur interdire la vente de véhicules. Ils ne vont pas y aller. En 2035. Donc, ils misent tout sur l'électrique, sur l'électrification. Certains regardent un petit peu du côté de l'hydrogène, ce qui est un véhicule électrique quand même, quand il arrive. Donc, ils regardent quand même du côté de l'électrique. Sauf que l'innovation, je me demande s'il n'y a pas un plafond de verre. Au bout d'un moment, parce que forcément, sur la ressource, ce sera toujours des terres rares. On va optimiser les batteries, c'est possible, mais c'est très complexe. Ce qui nous paraît écologique à la sortie du pot d'échappement aujourd'hui dans nos villes n'est pas si écologique que ça, parce que la pollution est délocalisée. Donc j'ai l'impression que cette voiture électrique, on lui prête beaucoup de vertus, elle n'en a pas tant que ça. Non, mais après, c'est comme tout. Enfin, c'est comme tous les sujets de la vie en général. Quand tu imposes quelque chose et que la personne n'est pas prête, de toute façon, et c'est ce qui se passe avec l'électrique, c'est qu'on nous a imposé l'électrique et on a surdéveloppé l'électrique. Je suis persuadé que vos influences là, qui étaient dans la casse, votre fameux loueur, il a reçu des primes pour les mettre là. C'est-à-dire qu'en plus, l'État paye pour dégrader des voitures qui pouvaient servir à d'autres, à des associations, comme vous dites. On aurait pu changer le moteur. Bruno est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Bruno. Oui, bonjour à tous. Bonjour Comment ça va ? Bonjour Bruno. Très bien, merci. C'est très passionnant. Alors vous êtes prêt à acheter une voiture électrique ou pas ? Pas du tout. Alors là, on est étonné. À cause de l'occasion, c'est ça ? À cause de la revente ? Non, mais la voiture électrique n'a pas commencé à rouler que déjà elle a commencé à polluer. Déjà. Elle ne pollue qu'avant son usage, on va dire. Mais là, elle pollue massivement. Et après. Et après. Mais pendant l'usage, c'est vrai qu'elle n'a pas de pot d'échappement, elle n'émet pas de matière nocive. Mais je suis pas d'accord avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Dites-nous. Parce qu'une voiture électrique, déjà, elle est beaucoup plus lourde qu'une voiture thermique. Oui. À titre de comparaison, une Renault Zoé, qui est vraiment une petite voiture, pèse autant qu'une BMW série 3. D'accord ? Exact. Donc, qui dit voiture plus lourde dit un freinage plus conséquent. Donc, il faut obligatoirement avoir des freins qui soient plus gros. Ou alors les particules de frein, que je sache quand même, c'est pas très écologique. Alors, sauf qu'une voiture électrique récupère une partie de l'énergie de déplacement. Toutes les voitures électriques, strictement toutes. Donc sur le freinage, au contraire, elle freine moins avec les freins physiques qu'une voiture classique, même si elle est plus lourde. Et il y a des pneus. Il y a des amortisseurs. Oui, tout à fait. La dégradation des routes qui est plus importante. C'est surtout contre-intuitif de traîner autant de poids. Je mets à la place de quelqu'un qui habite au sommet du col de Persourde. Monter en électrique, il doit voir sa consommation et son énergie chuter à se demander s'il va arriver. Pour l'anecdote, les deux voitures qui présentent les plus grandes autonomies à l'heure actuelle en électrique, une Tesla Model S et une Mercedes EQS, c'est 700 kg de batterie. Juste les batteries, pas le moteur. Les batteries. Après, on n'en est qu'au début du développement, parce qu'effectivement, on a bonne marge comme ça de casser un peu l'électrique et puis de poser les bonnes questions dans sa roule sur quid du marché de l'occasion. Mais on n'est qu'au début de la phase de développement. Tout ça va s'alléger. On casse pas l'électrique de demain au sens politique, dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais, Jean-Rémy Macas, ce qu'il dit, c'est purement factuel. Il dit, voilà, on a vendu des motorisations aux gens il y a quelques années. Aujourd'hui, ces motorisations électriques, elles ont que très peu d'autonomie parce qu'on était au balbutiement de la technologie.
technologie, et tous les gens qui ont acheté ça, malheureusement, ils ne trouvent pas preneur pour leur véhicule. C'est juste ce constat-là. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est qu'au début de ce développement. Dans 5 ans... Ça veut dire que les voitures achetées aujourd'hui, étant très performantes en termes d'autonomie, vont être très rapidement obsolètes, bien plus démodées techniquement qu'une voiture à moteur classique. Après, ce qu'on comprend dans l'intervention de Bruno, dites-moi si je me trompe, c'est que vous êtes contre l'électrique parce qu'on nous survend quelque chose d'écologique et que, en fait, c'est pas la réalité encore aujourd'hui. C'est ça, Bruno ? Oui, et puis là, c'est vraiment que le petit inconvénient. On parle de l'extraction des matières premières pour la construction des batteries. On parle du cobalt, du nickel et du lithium qui entraînent une destruction des sols. Par exemple, le cobalt est extrait pour beaucoup en République démocratique du Congo. Ce sont des mines exploitées par des enfants payés $1 par jour sans aucune protection. Ça gêne personne. Vous avez 1000 fois raison, malheureusement. Le sulfure libéré entraîne des pollutions des eaux. Pour extraire toutes ces matières premières, il faut justement une grande quantité d'eau dans des pays qui souvent en manquent. Donc là, les gens qui roulent à l'électrique, ils s'en moquent de ça parce que c'est parfait. Il n'y a rien à dire de plus, Bruno. Bruno, vous êtes exceptionnel. Voilà, une connaissance, une pertinence du sujet. Maintenant, ce que je note derrière votre message, et je le vois à l'association 40 millions d'automobilistes, quand on a les messages qui arrivent, on a des partisans de l'électrique parce qu'ils y roulent et qui vont le défendre bec et ongle jusqu'au bout. Et par contre, ce véhicule génère beaucoup d'inimitié, beaucoup d'opposition. C'est un véhicule qui tranche sur le positionnement qu'on a vis-à-vis. Et pourtant, on va en parler avec Monsieur Moncey, s'il veut bien, juste après la pause. C'est que même dans le milieu de la Formule 1, ça y est, l'électrique a pris sa place, mais on revient dans quelques instants. On s'ennuie. Non, mais c'est vrai, on s'ennuie. Regardez les tondeuses à gazon qui tournent, je vois pas où c'est passionnant. Surtout que les fils se croisent, c'est une catastrophe. Ça, c'est le regard de Pierre Chasserèche. Allez, à tout de suite, on continue d'en parler de ce sujet. Merci beaucoup à Bruno d'avoir été aussi avec nous et d'avoir été un auditeur très éclairé, très averti. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous voulez réagir 0800 26 300 300. Et n'oubliez pas, dans quelques minutes, nous parlerons aussi de Ferrari avec la présence de Jean-Louis Moncey et son magnifique livre Ferrari en Formule 1 aux éditions Glénat. Et puis vous êtes attendu aussi pour échanger avec l'ami Pierre Chasseret sur un sujet qui vous taraude, qui vous énerve sur la route, sur la politique routière ou toute autre chose évidemment. Il faut juste que ça roule. À tout de suite. Sud Radio ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons de parler de ce marché de la voiture d'occasion électrique, parce que c'est important, en compagnie de notre invité Jean-Rémy Macchia, qui est journaliste spécialisé, entre autres pour plusieurs magazines qu'on connaît bien. Passion voiture, mais alors depuis tout petit, vous. Ouais, tout petit, même avant, je pense. Avant la naissance. C'était chromosomique. Alors, c'est ce vrai sujet, Pierre, sur la revente des voitures d'occasion. C'est un vrai souci. Jean-Rémy nous l'a expliqué avec un exemple concret dans cette cas. C'est notre prochain invité sur le livre de Ferrari, aux éditions Glénat, Monsieur Jean-Louis Moncey. Vous vouliez réagir juste avant la pause? Oui, pour parler des voitures et pour venir épauler un peu Jean-Rémy, en Formule 1, chaque équipe a touché, c'est pas beaucoup, 200 litres d'essence de synthèse pour préparer tout doucement les motoristes. Et je voulais savoir si on en savait un peu plus sur cette essence de synthèse, comment elle polluait moins et comment la Formule 1 allait peut-être se débrouiller à ce que les moteurs marchent à l'essence de synthèse. Expliquez-moi bien, pardon, excusez-moi. En fait, c'est des biocarburants. Oui, mais c'est quoi l'histoire avec Formule 1? Parce que la Formule 1 veut passer à l'essence de synthèse et ne veut pas passer à l'électrique. Il y a déjà des formules électriques. Là, j'ai mon sujet. Oui, il y a déjà des formules électriques qui tombent d'ailleurs. Elles vont démarrer bientôt, la saison va démarrer bientôt. Mais la Formule 1 se dit, nous, on veut pas être 100% électrique. On a des adjuvants électriques, mais il faut qu'on continue sur notre voie à la fois spectacle et à la fois sport et à la fois haute technologie. On va continuer sur l'essence de synthèse. Donc je voulais avoir vos opinions. Très clairement, le bilan carbone est en faveur des biocarburants, donc des carburants de synthèse. Effectivement, il y a un avantage environnemental. C'est un mieux, et c'est là où la recherche et développement, les nouvelles technologies jouent leur rôle. Par contre, là, je pense que Jean-Rémy, tu vas peut-être être d'accord avec moi. Moi, ce qui me gêne, c'est que justement, les politiques tue cette innovation sur les biocarburants potentiels, parce qu'on demande aux constructeurs de tout mettre dans le panier de l'électrique. Donc, c'est très très étonnant. C'est vrai que la décision, là on s'écarte du sujet occasion, mais la décision de l'Europe de passer impérativement au tout électrique en 2035, c'est une mesure qui impose la technologie. On ne dit pas aux constructeurs, il faut que vous ayez un bilan carbone ou polluant nocif pour la santé moindre. Non, vous êtes obligé de choisir cette technologie. Ça met à la benne tous les progrès déjà acquis et les progrès en cours sur les moteurs classiques. Et donc, il y a à la fois le 85, qui est l'éthanol. Il y a les
carburants de synthèse dont on ne voit que le début aujourd'hui, qui ne sont pas des biocarburants, qui sont des carburants technologiques. Carburants de synthèse, oui, voilà. Carburants de synthèse qui ont un bilan. Alors, pour l'instant, ils sont très chers, mais on n'est qu'au début, qui peuvent avoir un bilan pollution et CO2 très favorable. Et là, on est en train de leur dire, mais non, messieurs les ingénieurs, ne bossez pas là-dessus, puisqu'en 2035, c'est fini. C'est donc étonnant le dogmatisme extrêmement fermé de cette mesure européenne. Il aurait fallu dire, ben voilà, en 2035, on va un bilan carbone abaisser de 90%. Mais si on rebondit sur la question de la F1 fait de la résistance. Voilà, mais du coup, si on rebondit sur ce que vous disiez, Monsieur Moncey, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde de Formule 1 qui est en train d'essayer de travailler sur le développement, la recherche et de la R&D sur les moteurs de Formule 1, ça va être pour rien, parce qu'à un moment, on va leur dire stop. Chaque équipe a reçu un échantillon, c'est pas beaucoup, mais pour préparer les motoristes, les échantillons, moi je vous parle de fin décembre, les échantillons vont arriver tout au long de l'année qui va venir, 2022, etc., pour qu'ils continuent leurs travaux, parce que pour l'instant, en Formule 1, on n'a pas décidé, et je vous rappelle que les Formule 1, il y en a quand même beaucoup en Angleterre, en dehors de l'Europe, et il y a Ferrari et Sauber qui sont en Europe, et Renault, évidemment, ça va peut-être changer les choses. C'est pour ça que je me permettais cette intervention. Non, mais vous avez bien fait. C'est ultra intéressant parce que ça veut peut-être aussi, ça démontre peut-être aussi autre chose, c'est qu'il y a la parole politique d'un côté, le réalisme et le factuel de l'autre. Est-ce que le pragmatisme ne va pas conduire à repousser cette date? Parce que dire on interdit les ventes de motorisation diesel-essence thermique à partir de 2040, oui, super, mais ça c'est une parole politique. Celui qui prononce cette parole ne sera plus au pouvoir pour regarder si elle est mise en application. Enfin, en attendant, c'est quand même une mesure qui a été arrêtée. Prise par la. C'est une mesure prise. Et de temps en temps, on revient en arrière. Alors, il faut passer la marche arrière. La marche arrière. Concrètement, aujourd'hui, donc côté pratico-pratique, parce que j'aime bien qu'on rappelle ce qu'on a dit. On achète d'occasion ou pas? Si on achète une voiture électrique aujourd'hui, on la prend en LOA. Ah, surtout. Obligatoirement. Ah oui. Pour du neuf, ouais. Pour du neuf, oui. Et pour l'occasion, toutes les marques. Pour l'occasion, c'est le bon moment ou pas? Et pour l'occasion, c'est simplement une question très concrète. Est-ce qu'avec une voiture d'occasion qui a une plus faible autonomie, ça va me suffire, sachant que l'autonomie annoncée sera à raboter peut-être pour une voiture de 6 ans de 10%. C'est pas énorme, mais c'est encore 10% en moins en raison de la fatigue des batteries. C'est marginal, mais c'est quand même 10% en moins. Mais Jean-Rémy, le marché de l'occasion explose en ce moment parce qu'il manque... Mais pas sur les électriques. Pas sur les électriques. Non, les voitures électriques de quelques années... Virgule, est-ce que du coup le marché électrique de l'occasion ne va pas aussi suivre ce mouvement-là, puisque on a du mal à avoir des voitures neuves? Ah non, il s'en est décollé, là, c'est très très clair. Il y a deux marchés de l'occasion. Le marché de la voiture à moteur classique, qui est effectivement en pleine effervescence et en embellie totale chroniquement depuis 18 mois, et puis le marché de la voiture électrique d'occasion, qui lui a décroché complètement, et avec des prix qui se sont complètement cassés la figure, étant donné que ces prix étaient soutenus par des exportations vers l'Europe de l'Est qui n'ont plus lieu, et que donc à partir du moment où une voiture d'occasion reste en stock, elle se déprécie, et donc on trouve à relativement bas prix des voitures, mais qui offrent des autonomies électriques dérisoires. J'ai une dernière question, je connais la réponse, mais c'est important, Jean-Rémy. Vous allez voir, Laurence, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on bénéficie d'une aide financière pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion, mon cher Jean-Rémy? Oui, il y a une aide financière. Y compris sur du entre particuliers? Oui. Ah oui, il y a une aide financière. Je croyais que c'était uniquement pour l'achat en concession ou à un professionnel. Ah non, pour moi, c'est aussi entre particuliers. Et puis maintenant, reste quand même le scandale que vous nous avez annoncé sur Sud Radio ce soir. C'est cimetière des éléphants, mais sauf que des voitures électriques. Voitures électriques pratiquement neuves de loueurs qui partent à la casse comme ça, 30 voitures. Alors qu'elles n'ont même pas 30 000 km au Moins compteur. De 30 000, Et là, il y a un scandale. Que faisons-nous? Mais ça va se multiplier dans les années qui viennent. Parce que certaines voitures avec des autonomies dérisoires, et on le voit sur les premières Zoé, qui sont intrinsèquement pas de mauvaises voitures, simplement elles ont des autonomies très faibles, personne n'en veut et personne n'en voudra, a forciéri, dans les années qui viennent. Pierre, c'est un vrai sujet pour 40 millions d'automobilistes à porter au niveau du gouvernement. Et on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. Jean-Louis Moncey. Regardez Jean-Louis Moncey, même si on lui donne la voiture électrique, il la prend pas. Non, mais c'est vrai. Un dernier mot. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des Chinois et des Américains là-dedans avec les voitures électriques? Et leur usine à charbon? Oui, ou les V8 américains.
Bon, on n'a pas entendu Monsieur Biden se prononcer pour l'interdiction des véhicules thermiques et les Renault Zoé obligatoires aux États-Unis. Merci beaucoup Jean-Rémy Macchia. Merci parce que vous nous ouvrez les yeux sur plein de choses et voilà, bravo. Est-ce que vous voulez rester pour parler Ferrari ou est-ce que vous êtes attendu? C'est vraiment le domaine de Jean-Louis Moncé qui est le grand ponte intersidéral et de toutes les époques de la Formule 1. Jean-Rémy Macchia était notre invité, journaliste auto spécialisé, entre autres évidemment, pour Auto Plus. Merci beaucoup. Tout de suite, on parle de rêve.